المدعو الأخ عز الدين أقصبي عمل الكتاب ديالو باللغة الفرنسية، فغادي ندخل بالفرنسية. ومعنا بعض الأصدقاء اللي هما فعلا ما متمكنينش من اللغة العربية. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder une question qui n'est plus seulement un défi éthique, mais un véritable frein au destin de notre pays. Nous avons pour cela invité deux amis très chers qui sont deux voix majeures et dont les perspectives dessinent les contours de la réflexion actuelle au Maroc. D'un côté, nous avons Azzdine Aqsbi, dont le dernier ouvrage s'intitule Corruption errante, constitue une contribution majeure pour la compréhension de ce fléau. Il dresse un diagnostic que nous pourrions qualifier de sans concession de ce phénomène. Pour lui, la corruption n'est pas une simple déviance administrative, elle est systémique, enracinée dans les structures mêmes de notre économie de rente. Il nous rappellera, sans doute, que malgré les lois adoptées, le dispositif reste faible et inefficace, car il se heurte à une réalité politique où la corruption sert de pilier de régulation. Sa question est directe. Peut-on réellement combattre un mal quand il est le moteur même du système? De l'autre côté, nous accueillons avec autant de plaisir un autre ami, c'est Abdeslam Aboudrar, fort de son expérience à la tête de l'instance de lutte contre la corruption et qui porte quant à lui une approche institutionnelle, je pense, et stratégique. Sans nier la gravité du constat, il plaide pour la construction d'un État moderne, doté d'instances fortes, autonomes et de procédures simplifiées. Pour lui, la réponse réside dans la réforme de la gouvernance, le renforcement des pouvoirs d'investigation et la mise en œuvre effective d'une stratégie nationale capable de transformer les pratiques de l'intérieur. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Maroc se classe au milieu, si vous voulez, par son rang mondial, au milieu donc des 182 pays. Ce classement montre une légère amélioration en 2025. Nous sommes au 91e rang par rapport aux années précédentes, mais confirme que le chemin reste long pour atteindre les standards internationaux. Bien que vous connaissez tous Azzdine et Abdeslam, je vais quand même dire deux mots sur leur parcours. Azzdine Aqsbi est professeur d'économie. Il a exercé pendant près de 40 ans en tant que professeur au Centre d'orientation et de planification de l'éducation. Il est titulaire d'un PhD de l'Institut d'éducation de l'Université de Londres et d'un doctorat en économie de l'Université de Nanterre, Paris 10. Le téléphone. Il est connu pour ses travaux sur l'éducation, la protection de l'enfance, l'économie de l'emploi et de la formation professionnelle. Il a été secrétaire général de Transparency Maroc pendant plusieurs années et aujourd'hui, il est membre du Conseil de Transparency International. Parmi ses nombreuses études et publications, je citerai deux ouvrages importants. Outre Corruption errante, il avait écrit et produit un ouvrage sur éducation et développement au Maroc. Il a réalisé plusieurs enquêtes, études et consultations pour le compte de nombreux organismes nationaux et internationaux. Abdeslam Aboudrar est quant à lui ingénieur de l'école des ponts et chaussées et diplômé en administration des affaires et en sciences économiques. Il a été consultant en génie civil entre 1973 et 1997, puis il a été en poste à la CDG entre 1998 et 2006 en tant que responsable du pôle promotion
de l'épargne et de la prévoyance, puis secrétaire général et directeur général adjoint de la CDJ. En 2008, il a été nommé président de l'instance centrale de la prévention de la corruption. Et en 2016, il a été ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Donc, je donnerai d'abord la parole à Seazdine pour qu'il nous présente un peu les résultats de son travail. Puis ensuite, Abdeslam réagira pour commenter ce travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nasser. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et de me donner la possibilité de partager une expérience, un livre, un contenu, avec, je dirais, presque une assistance familiale et beaucoup d'amis. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Je voudrais aussi dire merci pour la Fondation Boukr Qadiri parce que pour moi, c'est une structure, c'est une institution qui donne la parole et qui permet le débat, l'animation par rapport à des questions fondamentales de notre pays. Je préciserai aussi que Abdeslam, c'est aussi un ami, un proche, et tu as oublié de dire qu'il était et qu'il est membre de Transparency Maroc et cadre de Transparency Maroc. Il a accompagné pendant très longtemps. Donc voilà un petit peu le... Ce livre qui s'appelle Corruption errante, en fait, il faut ajouter dans le titre « Piliers du système de régulation et de gouvernance au Maroc ». Et cette deuxième partie du titre, elle est aussi fondamentale parce que c'est vers ça que va, disons, la démonstration de l'ensemble du contenu. Ce livre, c'est un partage d'une expérience, c'est l'aboutissement d'une réflexion de longue haleine. C'est pratiquement 28 années de travail avec Transparency Maroc au niveau national, mais aussi à l'échelle internationale. Et donc, il combine, je dirais, aussi bien des aspects pratiques, concrets, vécus, connaissance du terrain, suivi des enquêtes et des études, mais aussi un engagement avec d'autres collègues, d'autres personnes qui sont préoccupées, intéressées par la thématique et par les problèmes que cette thématique pose au développement du pays. Et donc, au bout de ce temps-là, je pensais qu'il était peut-être utile de partager cette expérience avec un public beaucoup plus large, avec tous ceux qui sont préoccupés ou intéressés par la question de la corruption et de la rente. Le référentiel de cette réflexion, de ce travail, c'est ce qu'on appelle le système national d'intégrité. Le système national d'intégrité, c'est une structure, c'est un concept qui est utilisé par Transparency International pour réfléchir sur la question de la corruption comme un système, disons, sous forme d'un temple où, en haut du temple, il y a la question du développement durable, de la probité, de l'intégrité, etc. Et tout le temple repose sur des piliers qui sont l'exécutif, le judiciaire, la société civile, etc. Et l'idée étant, quand tous ces piliers fonctionnent correctement, ils doivent aboutir à un système qui est transparent, qui permet d'assurer le développement du pays selon des principes d'éthique, de concurrence, de compétition, de transparence et d'égalité. Leur absence, effectivement, elle se traduit par des défaillances majeures et c'est ce que je vais essayer de montrer par la suite. Les principes sur lesquels se base le système national d'intégrité sont, premièrement, la séparation ou l'équilibre entre les pouvoirs, les différents pouvoirs que je viens d'évoquer, l'existence ou pas de contre-pouvoirs, l'indépendance du judiciaire, la redevabilité, la réduction des comptes et l'absence de l'inclusivité avec les responsables qui sont normalement dans l'ordre des affaires publiques, des deniers publics,
devrait être soumis à une reddition des comptes et qu'on ne soit pas dans une situation d'impunité. Et la prévalence de la transparence dans le fonctionnement des affaires publiques avec un large accès à l'information. Ça, c'est les principes, normalement, du modèle du système national d'intégrité auquel on se réfère dans la... Ce n'est pas une question technique ou une question de tzouera ou autre chose. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus large que la dimension de tzouera ou la qawa ou la. Deuxième chose, et c'est là où j'ai essayé d'avancer une hypothèse, l'hypothèse que je retiens, c'est au Maroc, la corruption et la rente ont la particularité d'être liées. Elles sont adossées au pouvoir politique et son fonctionnement. Donc c'est une hypothèse de base que j'essaie tout le long du contenu du livre d'illustrer ou de montrer ou d'essayer d'argumenter. Il existe des liens organiques entre le développement du pouvoir politique, économique, sa consolidation et la généralisation de la rente. La rente est également en situation de consolidation du pouvoir politique. Ce n'est pas uniquement la rente économique, c'est la rente qui consolide le pouvoir politique tel qu'il est au Maroc, tel qu'on l'a vécu. Et je dirais, quand je dis cela, je me réfère aussi à des analyses plus ou moins historiques d'auteurs comme Waterbury et d'autres qui ont exploré cette dimension. Donc la rente économique est également un pilier du pouvoir politique. Elle est utilisée comme un élément, une composante du pouvoir politique. Maintenant, revenons un petit peu à la structure du livre et les principales parties. Le livre est donc composé de 5 parties que je vais mentionner, et 12 sections. La première partie, elle s'attache en premier lieu aux définitions qui concernent la corruption, qui concernent la rente, qui concernent le système national d'intégrité, etc. Tout le bagage méthodologique qui est utilisé pour analyser le phénomène de la corruption et le phénomène de la rente. Dans cette partie-là, bien évidemment, je vais aborder par la suite, je peux peut-être détailler, tout le dispositif de mesure de la corruption, de mesure de la rente, à savoir tous les indicateurs qui existent à l'échelle internationale en particulier pour apprécier, mesurer, évaluer ces deux phénomènes. La deuxième partie, elle est consacrée aux acteurs et parties concernées, intéressées par la lutte contre la corruption et les politiques de lutte contre la corruption. C'est-à-dire, bien évidemment, les pouvoirs publics, la société civile, les associations spécialisées dans le domaine, etc. Tous ceux qui sont amenés à s'intéresser, à participer, à contribuer d'une manière ou d'une autre, dans le sens de politique de mise à mettre en place pour éventuellement lutter contre ce phénomène. La troisième partie, elle est consacrée aux outils de lutte contre la corruption. Ce livre, je le voulais aussi, pas uniquement une réflexion théorique, etc., mais également un outil pratique, technique, pour tous ceux qui voudraient, qui se sentent concernés pour agir. Et donc, il s'adresse également à des étudiants, à des militants qui voudraient s'approprier l'ensemble des outils qui existent sur la question. Et donc, vous verrez un peu plus loin le détail de tous les outils. J'ai essayé d'être exhaustif, mais je ne suis pas exhaustif. Il y a beaucoup plus que ce qui est abordé dans le livre. La quatrième partie, on rentre un peu dans les stratégies de lutte contre la corruption et de promotion, si vous voulez, de la transparence, qui sont des conditions essentielles pour le développement économique et social d'un pays. Bien évidemment, il y a les stratégies officielles. Au Maroc, nous avons
l'État qui a, après de longues années je dirais, de lutte et de plaidoyer, est parvenu à concevoir, à élaborer une stratégie officielle. Mais il y a aussi les stratégies de la société civile, de Transparency Maroc, et il y a les stratégies internationales, notamment celle du mouvement international de lutte contre la corruption. Et donc j'essaie aussi, à ce niveau-là, de présenter les stratégies et, je dirais, les enjeux, mais également leur faisabilité ou pas, les limites, etc. Et puis, en dernier, je dirais, c'est peut-être la partie la plus, je dirais, consistante de l'effort, de la réflexion, c'est articuler tout cela à la question de la régulation sociale, de la régulation politique, et faire le lien entre, je dirais, l'économique, le politique et un phénomène qui est un phénomène social global, qui n'est pas un phénomène uniquement technique. Bon, là, c'est un peu plus de détails sur ce que je viens de développer au niveau disons, des principales parties du livre. Dans chaque partie, il y a une analyse détaillée un petit peu du contenu et c'est résumé un petit peu par des conclusions, par section, etc. C'est peut-être utile de rappeler un peu la définition standard internationale qui est la plus répandue, reconnue de la corruption. Et c'est une définition qui insiste sur l'idée de détournement d'un pouvoir public, politique, judiciaire, administratif ou économique au profit d'intérêts privés. C'est-à-dire la question, ce n'est pas uniquement en termes de bakshish, d'argent, etc., mais le fait quand on est en situation de responsabilité politique sur des politiques publiques ou sur un service administratif, service public, etc., quand on est en situation où les responsables détournent leurs responsabilités pour des intérêts privés, clientélistes et autres, on est dans la situation de corruption. Et c'est ça, c'est une définition importante. Cette situation, elle est favorisée par un certain nombre de facteurs, notamment le facteur situation de pouvoir, de décision discrétionnaire, de pouvoir discrétionnaire, de monopole et de l'absence, quand il y a de l'absence de reddition, de redevabilité et d'absence d'information, l'existence de l'opacité, etc. Et tous ces ingrédients-là vont contribuer à la situation de la corruption. Il y a un auteur que Abdeslam connaît aussi très bien, c'est Klitgard, qui avait formulé la définition de la corruption avec une petite équation. C est égal à M plus D moins R, c'est-à-dire la corruption est égale à des situations de monopole, plus un pouvoir discrétionnaire, moins la redevabilité, moins l'idée de rendre des comptes au public, etc. Et c'est une définition, et c'est un auteur qui est assez connu, qui a fait avancer la réflexion dans ce domaine. Certains, et vous avez certainement suivi au niveau du débat public, à un moment donné, le responsable de l'instance de probité avait avancé un chiffre de le niveau de corruption qu'on a au Maroc, 50 milliards. Il y a eu une réaction d'un ministre qui a dit la corruption n'est pas visible. Il a évoqué même la CAR pour pouvoir dire la CAR, non, ça c'est pour dire tout simplement que et c'est vrai que le phénomène de la corruption est un phénomène qui se passe dans l'opacité, dans l'absence d'informations, etc. Mais on a des outils au niveau international qui ont été développés et qui permettent de suivre. Et je dirais qu'il y a énormément d'indicateurs. Il y en a qui sont plus populaires que d'autres, qui ont plus je dirais, approuvés, etc. Ils ont tous des limites.
Mais l'intérêt de la chose, c'est que quand on utilise tous ces indicateurs pour essayer de faire un diagnostic de la situation. Et parmi les indicateurs que nous avons suivis et que nous suivons toujours de manière régulière, habituelle, chaque année, etc., c'est l'indice de perception de la corruption, qui vient de sortir la semaine dernière au Maroc. Le Maroc, il semble qu'il a amélioré un peu le classement. Il a amélioré de 2 points sa position, mais je peux vous dire que le Maroc, si on tient compte d'un certain nombre de facteurs, il est à la même place que l'année dernière en termes de rang et en termes de points. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans cette discussion parce que il y a un petit côté technique et qui peut être un peu rébarbatif. Vous voyez là un petit peu les graphiques. Nous avons un suivi de la situation de la corruption à travers l'IPC, l'IPC qui est un indicateur de perception de la corruption, fait par des consultants ou par des experts ou par des diplomates, etc., qui participent à l'appréciation. Le Maroc est généralement évalué par 7 agences différentes. Cette année-là, il y a eu 8 agences. La 8e cette année, c'est la Bank of Africa Développement. Et c'est peut-être là le problème, mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Les résultats de l'indice de perception de la corruption, aussi, ils nous donnent le classement, ils donnent le score. Le score du Maroc, il varie. Jusqu'à 2012, l'échelle était de 1 à 10. Après 2012, on est passé de 1 à 100. Et globalement, on est autour de 37, 36, 35, 39. Une année, on va passer jusqu'à 41, etc. Mais globalement, on est à un niveau qui est qualifié dans l'analyse au niveau international de situation, je dirais, de corruption systémique. Maintenant, ce constat, on ne se fie pas uniquement à l'indice de perception de la corruption. On utilise d'autres indicateurs comme le baromètre mondial de la corruption qui donne une information pas uniquement sur la perception, mais également sur l'expérience en matière de corruption et qui nous donne des informations sur la situation des secteurs où se trouve la corruption et son niveau le niveau de corruption. Et il nous donne également d'autres informations sur les politiques, comment les chefs de ménage évaluent, apprécient les politiques menées, etc. Généralement, depuis, je dirais, au moins le début des années 2000, malheureusement, heureusement, les personnes interrogées disent que les politiques publiques en matière de lutte contre la corruption ne sont pas bonnes, ne sont pas efficaces. Et donc ça, c'est un constat. Les résultats aussi de l'IPC nous donnent, par groupe de pays, le niveau de la corruption. Par exemple, là, uniquement le score moyen selon la nature du régime politique, démocratie pleine, la moyenne c'est 73, défectueuse la moyenne 48, hybride 36 et régime autoritaire 29. Le Maroc est généralement classé dans l'hybride. Mais ça se discute aussi. Et donc il y a un lien entre le niveau de démocratie, le niveau de liberté, le fonctionnement des institutions, l'efficacité des institutions en termes de contrôle et les scores moyens que nous observons au niveau de cet indicateur et d'autres indicateurs également. Et là, la corrélation est assez claire. Comme je vous ai dit, également le baromètre, on l'utilise, mais on utilise aussi d'autres. Vous voyez là, par secteur, il y a des scores de 39, de 41, dans des secteurs importants, névralgiques du point de vue du fonctionnement de la société et de l'économie, la justice, le Parlement, le gouvernement, etc., la police, la santé, tous ces secteurs-là, malheureusement, souvent, ils ont des scores très élevés. Et cette distribution intersectorielle qui suggère qu'il y a un problème de corruption systémique, pas uniquement isolé. À la limite, moi, j'ai l'habitude de dire que la corruption ne devrait pas nous gêner. Ce qui gêne, c'est l'impunité. C'est le non-fonctionnement des institutions quand vous avez
des gens qui sont, par exemple, prenez le cas de programme d'urgence, qui est un programme important dans le domaine de la réforme éducative, qui a échoué, et à qui on a mis énormément d'argent, 43 milliards de plus que les budgets habituels, et l'évaluation du Conseil supérieur de la Cour des comptes dit qu'il y a eu des problèmes très sérieux de détournement, d'inefficacité, etc., etc. Et rien ne se passe presque. Donc, le problème, ce n'est pas la corruption. Le problème, c'est quand elle est généralisée, ou qui couvre tous les secteurs, ou la plupart des secteurs, et quand elle ne peut pas être combattue par les institutions qui sont censées la combattre. La justice, le contrôle, la poursuite, etc., etc. Donc voilà. Dans le livre, il y a aussi une partie je vous ai dit, qui parle des parties concernées et des politiques des parties concernées. Alors, bien évidemment, j'ai essayé de voir les différentes politiques qui ont été menées par Abdelrahman Yousfi. C'était en 98-2002. Le discours, au départ, était très intéressant. Moralisation de la vie publique, le pacte de bonne gestion, un certain nombre d'initiatives positives, etc. Mais sincèrement, dans l'ensemble, ça n'a rien donné. La donne n'a pas changé de ce point de vue, malgré, je liste un peu tout ce qui a été fait, ou essayé, ou tenté, mais malheureusement, Najib parle de plafond de verre, moi je dirais plafond de plomb. Il y a quelque chose qui ne bouge pas à un certain niveau. Il ne peut pas, ça s'arrête. Donc, il y a eu, par exemple, un des domaines très importants, c'est les marchés publics. Et c'est dans les marchés publics qu'il y a le plus je dirais, de corruption, de commission, de tout ce que vous voulez. Il y a eu une réforme déjà en 1998, mais en termes de lacunes de cette loi, du décret, et aussi en termes d'application, incroyable. Je vais vous montrer aussi qu'il y a des lois qui ont été adoptées qui devaient aider aussi à la mise en œuvre effective du décret sur le marché public, mais qui n'ont pas fonctionné. L'accès à l'information, par exemple. Tous les projets actuels faramineux qui se passent actuellement, tous les projets faramineux quelle est l'information minimale de base sur laquelle dont nous disposons? Comment se font les arbitrages? Comment se décident les priorités, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses à ce niveau-là. La politique menée par Driss Jto également, 2002-2007, lui aussi, il avait fait des discours reconnaissant que c'est un fléau national, etc., qu'il faut agir et tout ça. Mais là aussi, malheureusement, la même chose. Il y a eu un effort de simplification des procédures administratives, le renforcement de la transparence dans la gestion des marchés publics, etc. Mais globalement, au bout du compte, malheureusement, on n'a pas je ne vois pas personnellement véritablement de changement ou de rupture et de progrès dans la lutte contre la corruption. La politique anticorruption menée depuis cette période, marquée par un fort discours officiel, n'a pas tellement changé. Il y a eu, selon les cas, des lois et mesures adoptées, mais sur le plan de l'action, on a continué à observer la persistance dans la non-mise en œuvre et l'inefficacité des mesures adoptées. Et je donne des exemples, c'est-à-dire j'essaye d'analyser un certain nombre de lois qui ont été adoptées, qu'est-ce qu'elles ont donné, quelles sont leurs faiblesses, etc. Et surtout, les réformes majeures pouvant avoir un effet significatif ont été mises de côté. Par exemple, dans la Constitution, l'article 36 évoque bien sûr l'idée de créer l'instance de lutte contre la corruption, mais il dit aussi qu'il faut, par exemple, avoir une loi sur le conflit d'intérêts. Or, le conflit d'intérêts, c'est quelque chose dans lequel on vit de manière harmonieuse, de manière incroyable,
à tous les niveaux. Et donc, il y a, moi j'analyse cela, c'est-à-dire la Constitution 2011, on est en 2026, il n'y a pas eu une seule initiative pour essayer d'aborder la question des conflits d'intérêts. Il y a par exemple, déjà avec Abdeslam dans l'instance centrale, et avec l'instant de probité, une proposition pour qu'il puisse y avoir une loi sur le conflit d'intérêts. Voilà, la société civile, donc parmi les acteurs, comme je suis dedans et je suis tombé dedans, donc j'ai essayé de développer l'expérience de Transparency dans le domaine, les différents projets qui ont été menés, l'effort qui a été fait, le plaidoyer qui a été fait. Je peux vous dire que sincèrement, en toute sincérité, il y a eu un effort considérable. Il y a eu des projets nombreux et multiples. Il y a eu des plaidoyers sur beaucoup de choses. Peut-être qu'une des rares choses qu'on a gagnées de manière franche, c'est la suppression de la Cour spéciale de justice. Et c'était une bataille incroyable. Mais il y a un retour maintenant, d'autre manière. La suppression de la Cour spéciale de justice, c'était une aberration parce que ce n'était pas de la justice, c'était n'importe quoi, sur tous les plans. Mais il y a eu un travail énorme qui est reconnu même au niveau international du point de vue du travail dans le domaine de l'éducation. Avec l'éducation nationale, on a eu un partenariat, il y a eu du travail, il y a eu des livres qui ont été produits, des formations de formateurs, de la sensibilisation, etc. Mais là aussi, quand on arrive à l'idée de généraliser ou de multiplier les projets pilotes, ou d'instaurer ou de mettre dans les programmes scolaires des valeurs d'éthique de manière sérieuse, rien. C'était un obstacle infranchissable, là aussi. Alors, les obstacles à la lutte contre la corruption, que je peux peut-être résumer, des lois déjà faibles, non appliquées ou vidées de leur substance. Je fais référence à la déclaration de patrimoine, sur laquelle je reviendrai peut-être, l'accès à l'information, la protection des témoins et l'instance centrale de prévention de la corruption. Là aussi, déjà le débat dans sa mise en œuvre, au départ, on avait beaucoup de reproches, beaucoup de remarques, mais bon, on peut revenir là-dessus. La mise en sommet de la stratégie officielle de lutte contre la corruption, là aussi, il y a eu une bataille sur des années, initiée par la société civile pour adopter une stratégie nationale. Et ça a commencé avec un mémorandum présenté au ministre Abdelrahman Yousfi. Premier mémorandum qui était la base d'une stratégie officielle pour pouvoir lutter contre la corruption. On a eu la stratégie, mais la stratégie en termes d'application, il faut la chercher. Vraiment, il faut la chercher. La commission qui devait mettre en application la stratégie officielle s'est réunie peut-être 2 à 3 fois sur la période 2015-2025. Il y a la période de la stratégie. Et beaucoup de projets et de choses très importantes n'ont vraiment pas connu. Effectivement, la stratégie maintenant est terminée. Quel est le bilan? Aucun fait majeur, significatif qu'on peut retenir et qu'on peut présenter. Les problèmes, par exemple, du côté de la société civile, il y a des problèmes de moyens, de ressources, etc. Mais tout cela, on arrive à les dépasser. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'il y a un manque de volonté politique pour faire aboutir les projets de réforme, pour faire aboutir les choses. Maintenant, je passe rapidement peut-être à la partie outils. La partie outils, j'ai essayé un peu de présenter les différents outils. Je dirais une loi comme la loi d'accès à l'information, c'est en même temps un droit, mais c'est un outil fondamental. On ne peut rien faire
dans le sens de la promotion de la transparence si on n'a pas un accès à l'information publique de manière sérieuse, significative. Si le système a des mécanismes énormes d'opacité, on ne peut pas avancer. Donc, je prends l'accès à l'information comme un outil et comme un droit. Il y a les codes d'éthique avec leurs apports et leurs limites. Il y a, là, il y a un tableau où j'ai essayé de lister à peu près une dizaine d'instruments, les agences de lutte contre la corruption, la sensibilisation, les codes d'éthique, les diagnostics, la justice avec ses sanctions et tout ça. Et à partir de là, je suis rentré un petit peu dans la discussion de ces différents outils, lois, projets, etc., et leurs rapports et leurs limites. La loi sur l'accès à l'information, comme j'ai dit, elle est fondamentale, essentielle. Elle a été introduite dans la Constitution par l'article 27, mais elle était liée à la mise en œuvre d'une loi, et c'est une loi qui est venue en 2013, qui a introduit énormément d'exclusions ou de parties qui sont exclues tout simplement de l'accès à l'information, défense nationale, etc., mais dans un sens beaucoup plus large et dans un sens qui ne correspond pas aux standards internationaux. C'est-à-dire lier cela au préjudice que cela peut avoir sur l'intérêt général et les intérêts publics. Donc ça. Mais cette loi, en plus des réductions, elle est faible du point de vue du recours. Elle a introduit beaucoup d'épées de Damoclès sur ceux qui dénoncent. On va même jusqu'à le code pénal. Moi, personnellement, ou un autre, comme chercheur, avant, on prenait les informations du ministère des Finances, on les traitait, on les interprétait, etc. Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous pouvez être poursuivi parce que vous n'avez pas bien utilisé, bien interprété l'information. Et donc ça, c'est... Mais au-delà de tout ça, dans la loi sur l'accès à l'information, il y a l'article 10 qui est les publications proactives. C'est-à-dire, dans tout le droit de l'accès à l'information, il faut faire des demandes à l'État, à l'administration, pour obtenir l'information. L'article 10, il permet à une vingtaine de catégories que l'État les publie sans demande. Marché public, résultats détaillés des élections, un certain nombre de choses. Et ça devait rentrer en application à partir de 2019. Rien, ou pratiquement rien, et je suis prêt à discuter avec ceux qui ont des nuances par rapport à ça. Mais sur l'essentiel, la mise en œuvre de la loi sur l'accès à l'information, elle est quasiment assez insignifiante. Je vais rapide, si vous voulez. Déclaration de patrimoine, là aussi, c'était un outil important de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. En 2008, on a 8 textes pour différentes catégories. Déjà à l'époque, on reprochait à cet outil-là qu'il n'y a pas de ciblage, d'accord ? Qu'il y a des lacunes par rapport aux épouses et les enfants non majeurs, qui laissaient des trous. Que le plafonnement de ceux qui sont soumis à la déclaration de patrimoine laissait passer une partie du patrimoine, etc. Mais tout ça, c'est pas ça. C'est pas le plus grave, je dirais. Ça peut être corrigé. Et on avait des propositions pour les corriger, le ciblage, etc. Le problème, c'est que la Cour des comptes reçoit à peu près 100 000, 10, etc., avec les cours régionales, etc. Les formulaires sont accueillis, réceptionnés, et ils sont stockés. La Cour des comptes dit qu'elle ne les exploite pas. La preuve, il y a des parlementaires et beaucoup de parlementaires qui sont poursuivis, certains sont poursuivis par la justice, alors que si on avait exploité leurs déclarations, si on les avait utilisées, on aurait été dans la prévention. Et si on avait décidé de faire des élections transparentes sans marché électoral
réels financiers, ça aurait été autre chose. Donc, la loi sur la déclaration de patrimoine, qui est un outil fondamental, là aussi n'a pas pu être utilisé de manière ni efficace, ni demi-efficace, ni quoi que ce soit. Et donc là, c'est un problème. Les agences, on a eu l'instance centrale de prévention de la corruption, Abdeslam la connaît mieux que moi, d'accord, où j'ai essayé de suivre. Il y a eu ensuite l'instance de probité. On avait déjà des reproches au départ sur la question de l'indépendance, la question de l'investigation, etc. Dans la version instance de probité, on a essayé de rattraper un petit peu la question de l'investigation, etc. Mais en même temps, on a introduit un joker incroyable. Par exemple, maintenant, l'instance, elle est sur une grande affaire de corruption. Elle a fait les investigations, elle a tout fait, elle a tous les éléments. Le parquet décide que ce n'est plus son affaire. Il se saisit de l'affaire et l'instance doit lever les mains, doit se sortir de tout le dossier. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça qui font qu'il y a un risque majeur que même l'instance de probité ne puisse pas être en mesure de faire son travail. Je ne parle pas à la coordination avec les autres administrations et d'autres choses qui bloquent, mais déjà à ce niveau-là, il y a un grand problème. Donc je vais pas trop... Je vais peut-être aller vers la fin. La Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, c'était une bonne chose. En 2007, elle a été ratifiée, etc., etc. Mais prenez par exemple l'article 13 de la Convention qui donne à la société civile le droit d'être partie prenante. La Constitution fait de même. Et là, vous voyez les dernières modifications de code de procédure pénale. On dit à la société civile, partez, rentrez chez vous. Il n'y a rien à circuler. Et donc, là, il y a aussi un problème. Et tout cela, ajouté l'un à l'autre, montre que véritablement, il n'y a pas une volonté politique pour avancer sur ce dossier. La dernière partie que je voulais aborder, c'est la question de la régulation. Globalement, quand on voit le passé et le présent, la corruption et les rentes, ou la rente, chez des auteurs nombreux, apparaît comme un outil de régulation. Et il est utilisé à tous les niveaux. Ça commence par les élections, ou ça commence par les qaïds, ou ça commence par des agents qui ne sont pas payés pour qu'ils se soient payés sur la population, etc. Et ça, c'est des choses pas marginales, c'est des choses fondamentales dans la structure du fonctionnement politique du pays. Rapidement, la conclusion, la promotion de la corruption et des pratiques de rente remplissent pour le système politique des fonctions de captation des richesses. Je parle en particulier de la rente, mais aussi de la corruption, contrôle de la société et de domestication d'une partie de son élite. Donc voilà un petit peu les fonctions essentielles. Bon, je m'arrête là et on reviendra, si vous voulez, au niveau de la discussion. Ouais. Refuse. Voilà. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci d'abord à la Fondation Aboubacar Khadiri de nous donner cette occasion encore une fois de discuter d'un sujet majeur. Je suis doublement content, d'abord parce que c'est notre manière à nous de rendre hommage à Sidi Boubacar El-Khadili qui était, on peut dire, l'intégrité faite personne. Donc, deuxièmement, content parce que je discute, je dois dire je discute, je croise le fer encore une fois avec mon ami et complice Azdin Aqsbi parce qu'on a eu beaucoup l'occasion de partager ensemble, de se chamailler, de discuter, etc. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et donc,
Je suis content que l'occasion me soit donnée de faire part de ma sensibilité à moi par rapport au sujet, parce que beaucoup de choses dans ce qu'il a dit, je les partage, beaucoup de choses. C'est un peu la vie de Transparency Maroc que nous avons fondée, je crois que c'était fin 95, début 96. 96, oui. 96, 96. absolument. Et l'idée, c'était que, vous vous souvenez qu'à partir du début des années 90, les questions des droits de l'homme ont bougé petit à petit, des amnisties, etc. Et ensuite, on a commencé à entamer des réformes, l'instance équité et réconciliation et tout ça. Et nous étions quelques-uns, certains sont présents ici, j'ai Hakim Al-Bar aussi de l'OIAC, c'est ça? Oui. Hein? Oui, oui. Et puis d'autres qui nous ont quittés. Hein. Il y a une pensée pour Sion Assidon, pour Maître Abdelrahim Barrada, pour Michel Zerari qui vient de nous quitter. Et j'en ai certainement oublié, et surtout Najib Boudelbala, hein, qui était un des précurseurs. Alors très rapidement, on a pensé que il était important, disons la connaissance c'est quelque chose d'important. Parce que dire comme ça la corruption c'est pas bon, etc., il faut savoir quels sont les mécanismes et donner des outils pour combattre. Et on avait édité quelque chose, une espèce de manuel, comprendre la corruption pour la combattre, et dans lequel tout ce monde a participé. Certains aspects, la corruption et la justice, la corruption et je sais pas, les marchés publics, etc., les aspects économiques de la corruption, etc., la corruption et les élections, etc. Et puis ensuite, on a travaillé avec Transparency International et on a eu à utiliser les anglo-saxons travaillent avec des toolboxes, c'est-à-dire des boîtes à outils, des boîtes à outils. C'est-à-dire, ça s'appelle le TI Sourcebook, si tu te rappelles, TI Sourcebook. Or, ils sont hyper pragmatiques. C'est-à-dire, il y a juste des outils qu'on peut utiliser, soit la corruption dans les villes, la corruption dans les marchés, les trucs. Donc, c'est un pot pourri d'outils, d'équations, comme tu en as montré, de case studies, d'études de cas, etc. Et à un moment, comme notre action s'est élargie à partir du Maroc, s'est élargie d'un côté à l'Afrique et d'un autre côté au monde arabe. On nous a dit aidez-nous, Transparency International, à traduire. Et quand on s'est mis à traduire, ça n'a aucune signification. Quand vous le posez en français ou en arabe, aucune signification. Donc c'est une véritable réécriture, c'est une adaptation. Je me souviens qu'il y a tout le monde a travaillé beaucoup. Voilà. Et donc, ces sourcebooks sont des outils très, très, très importants. Et on l'a vu avec nos frères du Moyen-Orient qui n'étaient pas habitués. Donc, la notion de société civile n'existe pas. Prenez l'Irak ou Souria, à part le Liban, tout cela, la société civile, c'est des gens qui sont nommés par le parti unique au pouvoir et ils peuvent dire que ce qu'on leur dit, etc. Donc, c'était une véritable révolution. Donc, c'est pour dire qu'il y a des antécédents éditoriaux à ce travail. Cela dit, c'est un travail remarquable parce que c'est une somme, comme le dit. Il y a une préface du patron de Transparency International, oui, et qui est très élogieux et qui dit que c'est une somme. Jamais, on dirait en arabe. De 30 années d'action-réflexion. 30 années d'action-réflexion. Et donc, c'est utile à lire. Alors, donc je passe directement aux questions de discussion. Alors, les questions de discussion. La première chose, tu as parlé tu as étudié la corruption telle que articulée à la rente. C'est-à-dire, c'est un duo, c'est un diptyque. Et tu as parlé bien sûr de conflit d'intérêts. Mais j'aurais voulu que ce soit un triptyque. Parce que le conflit d'intérêts est réellement quelque chose qui est au cœur
au cœur, et il aurait mérité, et tu l'as bien signalé, et l'instance que j'ai présidée, l'instance centrale de prévention de la corruption, et l'instance qu'a présidée Bachir Rachidi, et qui est présidée maintenant par Ben Alilou, nous avons tous publié un véritable livre blanc sur la question de la... Conflit d'intérêts. Moi, j'ai été jusqu'à lister les gens qui devraient être soumis à déclaration de conflit d'intérêts. Ça n'a pas été du goût de tout le monde. En parenthèse, il y a un bon travail qui a été fait. Vraiment un bon travail. Voilà. Là j'ai le nouveau, mais je n'ai pas l'ancien parce qu'il doit être dans un carton quelque part. Alors, donc c'est un triptyque. Rente, corruption, conflit d'intérêts. Je reviendrai parce que le conflit d'intérêts est réellement au cœur. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire la définition du conflit d'intérêts parce que beaucoup de gens en parlent. Le conflit d'intérêts est la situation dans laquelle un agent public a un intérêt matériel ou moral qui entre ou est susceptible d'entrer en conflit avec les exigences de l'exercice de sa fonction, en termes d'intégrité, d'indépendance, d'impartialité et de préservation des deniers publics. Que cet intérêt le concerne personnellement ou concerne un membre de sa famille, un ami proche, un adversaire ou une autre personne à laquelle il est lié. C'est-à-dire que les personnes, quand on dit déclaration de patrimoine, il devrait y avoir aussi déclaration d'intérêt. Quels sont les intérêts que j'ai, les relations que j'ai, qui pourraient m'empêcher d'être impartial dans l'exercice de mon mandat public. Et donc c'est quelque chose de très important. Et comme tu l'as dit, c'est l'absent. C'est l'absent. Et quand on ouvre les vannes, vous voyez maintenant ce qui se passe aux États-Unis, vous voyez ce qui se passe dans beaucoup de pays, et bien parce qu'on a ouvert les vannes du conflit d'intérêts. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors qu'avant, c'était quelque chose de... Et aujourd'hui, en France, on est en train de discuter alors qu'avant, quand quelqu'un a été pris en conflit d'intérêts, il est copé. Aujourd'hui, il dit non, c'est la justice qui n'est pas... qui n'est pas juste ou qui est politique. Alors, deuxième chose, le chiffrage. Alors, 2%, 5%, etc. Franchement, c'est pas quelque chose sur lequel on devrait... Parce que, je vous rappelle que sur 2 années, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas se batailler sur wesh 50 milliards, wesh 20 milliards. Parce que parfois, ce que vous perdez dans un acte de corruption, ce n'est pas les 2% ou 5 ou 2. Non, c'est tout le projet qui n'est pas justifié. Donc c'est tout. Vous faites un ouvrage qui n'a pas lieu d'être. Et il est justifié uniquement parce que vous allez toucher 2% ou 1 ou même 0,5. Est-ce que si vous touchez 0,5, c'est moins mauvais que si vous touchiez 20? Non. C'est tout le processus qui est biaisé. Et je vous rappelle que pendant longtemps, la Banque mondiale disait 2%. Jusqu'à l'année 2007-2008, juste après, ils sont passés à 5%. Pourquoi? Parce qu'on a découvert un continent. C'est celui de la corruption dans les pays développés. Quand on a eu ce qui s'est passé aux États-Unis et ailleurs, c'est que la corruption existe. Et elle est pratiquée par les Big Four ou Big Five à l'époque. Elle n'est pas pratiquée par beaucoup de monde. Simplement, effectivement, on braque sur d'autres choses, sur des contrats internationaux, sur des choses, mais on ne regarde pas ça. À partir du moment où vous rentrez, c'est comme s'il y a un iceberg et vous trouvez que ce n'est pas qu'une pointe. S'il y a un iceberg, il y a des choses en dessous. Et donc, pour corriger, ils ont dit 5%. Donc, c'est pas vraiment... Il ne faut pas focaliser là-dessus. Les indicateurs, ils sont multiples. Mais les plus utiles sont ceux qui ne se limitent pas à dénoncer, à pointer du doigt, mais à incriminer, mais à analyser, à décortiquer et à donner des outils pour corriger. Alors l'IPC, je le regrette, l'indice de perception de la corruption, je l'ai dit sous tous les... Il a eu son rôle pendant les 10 premières années, disons, c'est-à-dire entre milieu des années 90 et milieu des années 2000. Populariser la corruption. Fini.
Aujourd'hui, il ne s'agit plus juste de pointer du doigt, parce que à quoi ça sert de dire que le Yémen est très corrompu et que l'autre, si vous ne lui donnez pas les outils pour eux. Il y a d'autres indicateurs, j'en cite deux. Il y en a plusieurs que tu as cités, j'en cite deux, très importants, malheureusement qui ne sont pas beaucoup utilisés. C'est le Rule of Law Index, tu l'as cité, de World Justice Project. Alors, c'est un indice. J'aime pas beaucoup le terme état de droit parce que c'est européen, c'est l'état qui est au-dessus du droit, alors qu'en anglais c'est rule of law, c'est sultat al-qanoun ou siyadat al-qanoun. C'est siyadat al-qanoun, même sultan. Rule, c'est aussi sultan. Et donc, c'est un indice qui est analytique, qui ne dit pas non, vous êtes mauvais, vous êtes plus mauvais cette année que l'année dernière, plus mauvais que celui qui est à côté de vous, etc. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Il faut dire, qu'est-ce que je peux... Comme celui de Doing Business. Doing Business, le Maroc, quand il s'y est mis, ils prennent les indicateurs, ils disent, ah, oui, on est mauvais là parce qu'on ne fait pas ça. On le fait. Et l'année d'après, on avance de 10 points, 10 places. L'année d'après, on avance de 20 places, 30 places. On peut évoluer. Et celui-là, il vous dit, il y a un... Je l'ai malheureusement pas le diagramme devant moi, mais en tout cas, c'est une espèce d'hexagone. Il y a 6 angles, 6 sommets, et chacun indique quelque chose. Il y en a un qui indique la corruption, il y en a un qui indique la justice pénale, la justice civile, l'administration, etc. Et ils vous placent par rapport à ça. Donc, et ils vous mettent un diagramme. Vous êtes plutôt bon ici, vous êtes moins bon là, vous êtes plus bon, vous êtes, etc. Et vous pouvez discuter avec les institutions et dire, écoutez, là, vous êtes mauvais. Et on a beaucoup régressé à cause de ce que tu as dit, la liberté d'expression, et à cause de la société civile. Ces dernières années, disons, les responsables ne se rendent pas compte de ce qu'on paye. Quand on sort un projet de procédure pénale où pratiquement on interdit à la société civile d'acter en justice, ça veut dire on dit à tous les autres circuler à rien à voir, justement, non. Et ça nous coûte. C'est ça qui nous fait dégringoler. On ne se rend pas compte de cela. Alors, l'IPC, l'autre limite de l'IPC, je le dis et je le répète, l'IPC, il est très biaisé en défaveur des pays pauvres. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes en bas. Plus vous êtes riche, plus vous êtes en haut. Et c'est injuste. Et il est même parfois biaisé politiquement. J'ai vu des pays changer parce qu'ils n'étaient pas pro-américains, ils sont devenus pro-américains, ils ont tout de suite, ils ont gravi les échelons. Bref, surtout en Moyen-Orient, il y a des pays qui sont passés d'un truc à l'autre, biaisés politiquement. Et alors un jour, on m'avait demandé à Jakarta, dans un truc international, d'être dans un panel pour parler des paradis fiscaux. Je me suis renseigné, et j'ai découvert quelque chose que j'ai dit, qui n'a pas plu. J'ai dit, écoutez, j'ai pris l'indice de perception de la corruption. Premier, Singapour. Deuxième, la Suède. Troisième, etc. Ma'aloufin, la Suisse. J'ai dit, je prends les 10 premiers. Et parmi ces 10 premiers, il y a 7 paradis fiscaux. 7 paradis fiscaux qui reçoivent l'argent de la corruption, qui le gardent, qui le font fructifier, qui partagent les bénéfices avec les corrompus. Et non seulement cela, mais tenez-vous bien, quand il y a un changement de régime ou quelque chose qui fait que au Rwanda, jamais l'argent n'est rendu. Donc regardez, alors je dis, revenez à la définition de la corruption, il y a un problème. Donc l'indice de perception ne montre pas cela. Il ne montre pas cela. Voilà. Alors, donc j'ai dit Rule of Law, il y a aussi le truc de l'Economist Intelligence Unit, le centre de l'hebdomadaire The Economist. C'est parmi les meilleurs pour moi, les meilleurs outils, c'est ce que le meilleur truc, c'est ce qu'il fait. Et il a
un corruption rating. Et là aussi, il fait des country reports. Et je me souviens que le jour, quand Hassan II était décédé, ils avaient déjà sorti c'est trimestriel ou c'est annuel. Ils avaient déjà sorti. Ils ont sorti un deuxième pour actualiser par rapport qu'est-ce que suppose la mort de Hassan II par rapport à un pays comme le Maroc. Donc, toujours l'AIM, c'est nous aider à évoluer. C'est nous aider à évoluer. Alors là où on diffère pas mal, c'est la question de la lutte contre la corruption et l'action politique. Alors moi je dis, il y a deux niveaux d'action distincts, bien que reliés. Je reviens au schéma de la SNI, du SNI. Oui. Système national d'intégrité. Le système national d'intégrité, c'est un édifice. En haut, il y a développement durable, il y a tout, l'intégrité, l'état de droit, et il y a des piliers. Et il faut que tous ces piliers soient renforcés pour que ça tienne. Ces piliers, c'est d'abord le secteur privé, l'administration, l'université, les médias, etc., la justice, les institutions de contrôle. Il faut que partout, on renforce ces institutions. Moi, j'aime beaucoup cette manière d'avancer, c'est-à-dire renforcer les institutions, rechercher l'efficacité et la qualité des institutions. Et alors, je dis... tu as fait un schéma dans lequel il y a le SNI, et devant le SNI, il y a une tente, une grande tente. Non, mais il est là, il est là-dedans. Il est là-dedans. Bon. C'est-à-dire, on ne peut pas accéder c'est-à-dire, l'idée derrière, c'est qu'on ne peut pas accéder, on ne peut pas sans je ne sais pas, démonter la tente ou ouvrir quelque chose. Mais je trouve que ça... C'est une tente marzanienne. Oui, je sais. Mais ça, alors, c'est pour ça que je dis, il y a deux manières de lutte politique. La lutte contre la corruption est elle-même politique, puisqu'on parle d'état de droit, on parle d'élection, on parle d'économie, on parle de tout, de justice. C'est politique. Le reste, la lutte pour le pouvoir, etc., ça c'est une lutte politique autre, ou là contre les adversaires politiques. C'est une lutte politique autre qui se situe dans les partis politiques, dans les mouvements, etc. Et donc... une ONG n'est pas un parti politique, il ne faut exclure personne dans la lutte contre la corruption. C'est un peu l'erreur qu'on faisait au début avec les droits de l'homme. Vous savez, l'association marocaine des droits de l'homme était une association c'était un outil aussi pour combattre politiquement. Il a fallu que des gens se retrouvent et disent, écoutez, on va créer une OMDH et on va appeler Asman, on va appeler Ojad, on va appeler le Manjra, on va appeler des tas de gens. Et effectivement, c'était une très bonne idée, parce que pourquoi se priver de toutes les bonnes volontés à tous les niveaux? Pourquoi les exclure? Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à lutter contre la corruption et avoir un système propre et efficace et efficient. Alors la rente. Je n'ai pas vu ici citer le bouquin d'Abdellah ibn Amour. Abdellah ibn Amour, avant de quitter le Conseil de la concurrence, a écrit un excellent bouquin sur la rente. Alors ce qui est important, et la différence, ce qui n'est pas là-dedans, c'est que la rente, on ne peut pas dire la rente, jeter le bébé avec l'eau du vin. La rente était une nécessité historique. Quand le lendemain de l'indépendance, vous aviez deux lignes de transport, la CTM et la SATAS. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais c'est celle que je connaisse. Et que vous devez relier toutes les parties du territoire, et qu'il n'y a personne, il n'y a pas de capitaux, il n'y a pas de truc. Vous êtes obligé de donner des... Vous ne pouvez pas dire, ça y est, allez-y. Vous étiez obligé de donner des agréments. Des agréments pour que les gens... Maintenant, après, c'est un peu comme... Je fais le parallèle avec l'histoire des résistants. Bien sûr qu'il fallait avoir un registre des anciens résistants.
Mais ensuite, tout le monde est devenu résistant, et particulièrement les flics et les trucs sont devenus tous résistants, et les enfants sont résistants, etc. Voilà. Et donc, Ibn Amoun a introduit un truc important, c'est la rente légitime et la rente illégitime. Et alors, je peux dire ça. Je peux dire ça des transports. Je peux le dire des carrières. Écoutez, vous ne pouvez pas faire des travaux publics sans avoir des carrières de matériaux. Et vous pouvez pas. Et donc, il y a des systèmes d'autorisation. Tout ça doit être simplement réglementé, régulé, transparent, etc. Et alors, on va même jusqu'à dire, par exemple, quand ils ont commencé à s'amuser à publier les noms, etc., ça c'était le PJD qui publiait les noms, etc., on dit, ah, attention, il y a même des raisons sociales, il n'y a pas des noms. Mais c'est normal. Une entreprise qui fait l'autoroute entre Rabat et Fès est obligée d'avoir des trucs, et c'est sous son nom d'entreprise. C'est bien, il faut que ce soit transparent. Ce n'est pas nécessairement une manière de cacher quels sont les bénéficiaires. Donc il faut savoir raison garder d'une part, et d'autre part, on ne parle que de cela. Il y a des sources de rente qui sont soit méconnues, soit invisibles, qui ne sont pas visibles, soit qu'elles sont nouvelles. L'événementiel, par exemple. Il y a des millions et des millions qui sont déplacés dans l'événementiel. C'est beaucoup, le même, etc. Les télécoms. Les télécoms, il y a des compagnies, mais il y a ensuite des concessions de lignes ou de choses, ou de bouquets, comme on dit, etc. La banque et les crédits. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui sont passés, qui n'ont pas payé, qui ont pris des centaines de millions pas seulement, dans l'agriculture. Dans l'agriculture, on efface l'ardoise parce qu'il y a la sécheresse, pour les petits, pour les grands. Donc, dans les assurances, ne serait-ce que dans les trucs. Dans les agences de transport aérien, vous êtes bien, vous avez eu un peu vent. Avant, quand il y avait l'affaire Mkouar, il y a des tas d'agences qui avaient des billets toute l'année, qui ne payaient jamais, et puis qui faisaient beaucoup d'argent là-dessus. Dans le conseil à haut niveau, les grands marchés de conseil à haut niveau, dans la location de terres agricoles, tout ça, c'est des trucs de rente dont on ne parle jamais, qui sont très, très importants, très importants. Alors, j'ai déjà parlé du conflit d'intérêts, qui est un élément le plus complexe du triptyque. Le conflit d'intérêts n'implique pas nécessairement corruption, mais risque de perméabilité entre intérêt public et intérêt privé. C'est pour ça qu'il faut le surveiller. D'où la nécessité de transparence des déclarations d'intérêt, réglementation, les incompatibilités, les murailles de Chine entre l'action publique et les intérêts privés, des dispositions de prévention, des sanctions éventuelles, y compris pour les défauts de déclaration. Tout ça, ça devrait exister. J'ai bien aimé ta référence à la Constitution, parce qu'on a un outil majeur qui est la Constitution. La Constitution dit clairement qu'il faut en finir avec les conflits d'intérêts, il faut s'y attaquer, etc. Mais comme rien n'est fait. Alors, pour finir, pour laisser la place à la discussion, alors, beaucoup de gens disent qu'il faut éradiquer la corruption. Moi, j'y crois pas, ça n'existe pas. C'est comme éradiquer la prostitution, éradiquer le vol ou l'assassinat. Non. Tant qu'il y aura des humains, ils auront des mauvais côtés, il y aura des intérêts privés qui passent avant le reste, etc. Mais on peut l'enrayer, on peut la contenir. Là aussi, les anglo-saxons disent « curbing corruption », c'est-à-dire la faire plier, quoi, l'enrayer, quoi, littéralement. Alors, la lutte contre la corruption est une lutte politique au sens noble. C'est les affaires de la cité. État de droit, fonctionnement démocratique, effectivité de la loi, qualité des institutions, efficacité, qualité des institutions, efficacité, intégrité de l'administration. Et elle n'est pas nécessairement une lutte politique au sens étroit, c'est-à-dire la lutte contre les adversaires politiques et pour le pouvoir. La corruption, ce n'est pas les autres. Pas la corruption, c'est les autres. Et vous avez cette gymnastique de tout le temps.
En particulier, on le voit bien en Afrique. Quand quelqu'un là, il dit ils sont corrompus, il les enlève, il commence lui à être plus corrompu que les corrompus, parce que mes corrompus sont meilleurs que les tiens, alors que la corruption est mauvaise pour la collectivité. J'invite, ça aussi je m'adresse à toi, parce qu'on a déjà eu l'occasion de croiser le fer avant, et je dis, j'invite à ne pas minimiser les acquis. C'est à ne pas minimiser les acquis. C'est comme pour la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, ceux qui vivent aujourd'hui peuvent dire, oui, ça n'a pas changé, il y a encore des gens, il y a encore des détenus politiques, il y a encore la liberté d'expression. Non, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il y avait. Absolument rien à voir. Déjà, la ratification de la CNUC, et ça, il faut en savoir gré à Ajto. Il faut en savoir gré parce qu'il a pris sur lui de ratifier. Comme ça n'engageait pas les deniers publics, il l'a ratifié en tant que gouvernement. Et ça n'a pas passé par le Parlement. Il l'a ratifié parce que, bon, il voulait faire quelque chose. Et pourquoi? Parce que ça devient un référentiel. Vous savez, quand vous avez un référentiel, quand vous avez les principes, par exemple, de Paris pour les droits de l'homme, vous prévalez de ça. Bien sûr, après, le chemin est très long pour y arriver. Mais c'est une référence, c'est un levier. Et bon, autre chose, c'est la mise en place ou l'activation d'institutions, certaines plus que d'autres. Je te l'accorde. Aujourd'hui, par exemple, la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes sont remarquables. Remarquables. Ils ne sont peut-être pas suivis tout à fait des faits, mais ils sont remarquables. Le dernier rapport sur les services publics est très important. Il dit, par exemple, quelque chose qu'on ne dit pas. Là, par exemple, on dit, oui, très bien, on est en train d'étendre la couverture sociale à tout le monde. Mais il dit, mais attention, comment vous financez ça? Comment vous le financez? Et comment vous ciblez, etc., etc. Et donc, alors, l'activisme de la société civile est remarquable. Je n'ai pas besoin alors, y a-t-il dégradation de la situation? Il y a une plus grande communication qu'avant sur les faits de corruption. Il y a aussi quelque chose qui est important, qui n'est pas que chez nous. C'est la montée des égoïsmes. On est dans un monde où toutes les valeurs, toutes les sont mises de côté. Et il n'y en a plus que je veux m'enrichir rapidement par tous les moyens. Pourquoi lui, il a une Range Rover et moi, je n'ai même pas une mobilette, et il faut que je l'ai, et donc il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour... Alors, et puis, il faudrait faire attention à l'évolution du monde. Aujourd'hui, on commence à découvrir que la corruption majeure existe aux États-Unis. Regardez Jeff Bezos. Il a multiplié sa fortune par je ne sais pas combien. Et il a dit qu'il était là pour dégraisser le mammouth. Il a dégraissé d'un côté tout ce qui est social, tout ce qui est USAID, et ils ont créé l'ICE. Elon Musk. Créé l'ICE, qui bouffe des milliards et des milliards. Mais pour d'autres... donc c'est pas dégraisser le mammouth. C'est par ici la monnaie, par ici la monnaie et l'idéologie. Et donc, même en Scandinavie, aujourd'hui, on trouve des cas de corruption majeure. Il faut écouter notre amie Eva Joly parler des siens. Alors, maintenant, si on prend secteur par secteur, il est remarquable que certains secteurs qui étaient donnés pour pas mal corrompus, etc., ont fait des efforts et ont avancé. Moi, je peux dire que chez la police, ils ont réellement avancé. Alors que d'autres, l'université, pour ne pas le dire, parce que l'université se prévoit de son indépendance, personne ne s'occupe d'elle, ça atteint des sommets inimaginables. Inimaginables, y compris corruption sexuelle, extorsion on l'appelle. C'est même plus de la corruption. Extorsion, parce que tu obliges quelqu'un, il le fait même pas de son propre. Alors maintenant, je peux dire qu'il y a... donc, il faut être un peu plus nuancé, regarder dans le détail, là où ça se passe, parce que ça invite à être pragmatique, à travailler avec tout le monde et avancer. Je pense qu'on peut.
Alors, maintenant, il y a des menaces majeures. Tu as dit, la loi d'accès à l'information est une calamité. Parce qu'on s'est battu comme des lions pour l'avoir. On a eu une loi de restriction de restriction de l'accès à l'information. Même à l'utilisation. Les obstacles à l'action de la société civile et les défenseurs de droits. La reprise en main de la presse, c'est quelque chose qui ne permet pas du tout. Alors, ce qui est incroyable, c'est que malheureusement, la corruption est utilisée comme arme politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, attaquer celui-là, n'attaquez pas celui-là, etc. Et ça, c'est pas bon. La sanction à géométrie variable, c'est-à-dire certains sont poursuivis, d'autres pas. Parfois dans la même affaire. Ça, c'est quelque chose qui est à bannir parce que il n'y a plus de... La sanction, on perd confiance dans la sanction. Premièrement, j'approuve totalement la remarque que tu as faite, qui est assez récente. C'est pas présent dans l'esprit des gens. L'écart entre ce que le corrompu va prendre et la perte que représente l'acte qu'il a fait. Et moi, je prends un exemple. Les cités d'exploitation dans les centrales hydrauliques de l'ONE, c'était une tradition. Parce qu'avant, les centrales étaient très loin, il fallait se construire. À Jdida, on a fait Jean Flasfar pour 8 milliards de dirhams et un bâtiment, de construction, n'est-ce pas, pour de résidence à 800 millions, 10%. Et ça faisait, je me rappelle, on en parle de 94, ça faisait le logement ouvrier à 800 000 dirhams. Et moi, je me flatte d'avoir fait le Wahda, plus grand barrage central du monde, il n'y a pas une habitation. On ramène tout le monde au ESA. Donc déjà, la construction au sein de l'appareil d'État, c'est toujours quelque chose de suspect, si je puis dire. Parce que les chiffres sont très importants, choses qui ne servent à rien. C'est la première remarque. La deuxième chose, c'est ce que tu as parlé sur la bureaucratie, que moi j'appelle l'inanité des règlements. On le décret des marchés publics. On a fait des efforts énormes. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est contre les intérêts de l'État dans un sens, parce qu'on a voulu empêcher toute possibilité de corruption dans le choix. Non, ils ont fait des très grands progrès et on y arrive. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a déplacé des malversations du choix de l'entreprise au paiement de l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas un mot sur la procédure de paiement. Et procédure de paiement, un entrepreneur qui n'est pas payé au bout de 6 mois, 8 mois, il comprend sa tête. N'est-ce pas? Et ça se voit beaucoup moins que dans le choix des... Donc, je préfère la logique anglo-saxonne, qui est de dire qu'il faut faire confiance aux gens, leur faire une déclaration, n'est-ce pas? Et s'ils sont malhonnêtes, on les met en prison. On n'a pas besoin de texte pour découvrir quelqu'un est malhonnête. Par contre, quand on fait le texte, quelle est la logique qui arrive après? Eh bien, s'il a respecté les textes, mais qu'il a été malhonnête, on ne sait pas par où le prendre. Donc, on perd le sens. En général, les corrompus respectent les textes. C'est ce que je dis. Mais moi, je parle que je suis un grand praticien de la corruption. 40 années, j'ai fréquenté, et il y a quelque chose à vous dire sur les dangers de la dénonciation. J'ai connu 2 cas. Le mien, n'est-ce pas, où j'ai dénoncé un infirmier qui vendait des médicaments quand j'étais jeune ingénieur à l'OCP. C'est moi qui étais poursuivi par le procureur pour agression. N'est-ce pas? Et si je n'avais pas été le fils de mon père, j'aurais été bien là. Et ensuite, on m'a excusé en me disant tu t'es fait avoir par le syndicat parce que celui qui l'a dénoncé, c'est un syndicaliste notoire. Donc c'est un galiste, et voilà, ça fait le jeu. Le deuxième, c'était un ingénieur d'agriculture, n'est-ce pas, qui devait mettre les tampons sur les bêtes pour l'abattage. Enfin, et il avait un infirmier qui se trustait les tampons, n'est-ce pas, et qui en faisait ce qu'il voulait. Quand il l'a dénoncé, c'est lui qui a eu des ennuis. L'autre a déchiré sa blouse et tout, et il a raconté que l'adversaire avait des témoins. J'ai vécu ça, moi j'avais 30 ans. Donc il faut parler des dangers de la dénonciation chez nous, n'est-ce pas? C'est la protection des témoins. C'est pas possible. Oui, ça c'est fini, c'est plus genre de choses comme ça. Voilà. Et par contre, il y a une chose qui a été dite qui nous dérange, c'est la responsabilité de l'État. Moi je ne crois pas qu'on ait un État qui se déclare. Il y a un hommage du vice de la vertu. Il a travaillé 40 ans pour l'État. Quand je le dis, j'ai du mal à me croire et je pense que je ne suis pas cru. On ne m'a jamais donné un ordre contre l'éthique. Jamais. Jamais. Jamais quelqu'un m'a dit, prends cette entreprise, venant d'en haut, par décision, prends cette entreprise, fais ceci. Jamais. Moi, je suis désolé, c'est mon témoignage à moi. Peut-être qu'il y a des gens à qui on ne peut pas parler comme ça. Je pense que c'est l'idée, mais on ne peut pas parler, c'est qu'il vaut mieux écarter de nous faire faire des choses. Mais
moi, je témoigne que je ne pense pas que l'État marocain ait une volonté et le système d'utiliser la rente pour... C'est des choses qui sont arrivées, effectivement. Mais quand on voit le texte sur les agréments, par exemple, il a vraiment été fait pour celui qui est l'agrément, n'est-ce pas, possède un camion, un autocar, ou conduit son taxi. Depuis quelques années, on s'aperçoit qu'on a donné des agréments à des gens qui ne conduisent pas, qui le louent, donc on a légalisé la location de l'agrément. Bref, et on rentre dans le système qu'on a dit dedans. Mais au départ, je ne vois pas dans la loi 63 sur le transport, n'est-ce pas, je ne vois pas la volonté de créer un système de rente, même chose pour les carrés de marché de gros, même chose pour tous les endroits où il y a des rentes qui s'installent. La dernière chose que je veux dire, et peut-être qu'autour de la table on a un peu trop âgé pour que ça me concerne aujourd'hui, mais quand j'étais jeune étudiant à Paris, on a fait venir Paul Pascal. Et on lui a posé la question. On dit voilà, nous les jeunes, on veut rester honnête, on a plutôt des idées, n'est-ce pas, progressistes. Comment qu'on va faire quand on va travailler pour le Marzen? À l'époque, il n'y avait pas autre chose. Hein. Vous ne pouvez pas travailler pour le privé, monter sa boîte. On était forcé de se retrouver quelque part, les types des ponts chaussés, comme moi, des mines, tout ça. On allait se retrouver. Et il nous a dit chaque paraffeur à la fois. La déontologie du quotidien. Et moi, je pense qu'une des façons de lutter contre la corruption, c'est d'introduire ça chez nos cadres. De dire, ne t'intéresse pas plus que ça à ce qui se passe ailleurs de chez toi. Mais toi, ton paraffeur, tu l'opères proprement. Donc moi, ça c'est une... Parce que de généraliser le problème en disant la corruption est partout, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire et tout, ça paralyse. N'est-ce pas? Comme je dis, je vais faire des commentaires et je m'arrête là. Pardon. Question? Pas de questions ou de commentaires finalement? Ah, Monsef. C'est un commentaire et une expérience vécue parce qu'on a. C'est un Ah non, oui, Monsef Adélie. je suis Nation. Oui, non, je suis Ancien. voilà, un ancien du système des Nations Unies. Donc c'est peut-être un petit peu sur la base de cette expérience. Donc j'ai un petit peu travaillé avec toutes les agences du système des Nations Unies pendant presque 30 ans. Et je suis content que Célestine ait parlé de ces cadres déontologiques, de ces cadres où on vient. Et je voudrais raconter une petite anecdote qui est significative. Elle a déjà 20 ans. C'est un représentant résident qui est devenu, et puis tous les ans, nous avons le fameux rapport du développement humain. Et les officiels marocains font une véritable allergie. À l'époque, c'était Céline qui convoquait tous les ans le représentant du PNUD pour lui dire nous sommes classés 125e, nous sommes un pays émergent. Alors après, il faudrait parler de ce que c'est l'émergence, c'est un débat, et c'est inadmissible. Alors aujourd'hui, on est 120, 122. Alors quand on dit ça à des amis qui sont véritablement qui font partie de nos cercles, ils disent oui, mais quand même, la FIFA, on est classé 8e, donc il faut quand même pondérer. Et alors, ce représentant du PNUD il était convoqué tous les ans aux affaires étrangères. Donc il passait d'abord par le HCP, chez M. Fourni, qui le sermonnait. Et puis dans la déontologie, quand on est fonctionnaire international, moi j'étais marocain, et être marocain, représenter les Nations Unies dans son propre pays, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Et ce représentant, donc il avait une charte de déontologie, c'est de se laisser sermonner. Donc, il fallait faire le dos rond, il était là pour 5 ans, qui prendrait pas tout dit, vous avez raison. Mais comme c'était quelqu'un qui était féru d'informations, il disait, mais vous savez, monsieur le haut commissaire, monsieur le ministre, moi je travaille sur la base des statistiques que vous nous donnez. Moi je ne les invente pas. Alors ils ont dit, oui, mais faites quelque chose, arrangez-vous pour que ce 125e disparaisse. Alors il leur a dit, écoutez, il y a un projet au PNUD, et qu'on ne voudrait pas appliquer parce que ça nous pose de gros problèmes avec le secrétaire général, c'est que les 3 indicateurs que vous connaissez, le PIB, l'éducation et donc l'espérance de vie, alors en les croisant, il y a toutes les infrastructures, la santé, enfin je parle sous le contrôle de nos amis médecins qui sont là, et tout, l'assainissement, l'eau, et il leur a dit, écoutez, il y a encore d'autres indicateurs, si on les intégrait pour le Maroc, mais alors on se retrouverait une place catastrophique. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères a dit, quels sont lesquels? Il a dit, le climat des affaires, la confiance pour les investisseurs, l'équité de genre et l'indice de corruption. Et alors là, on a dit, écoutez, nous revenons. Bon. Je me rappelle cette histoire après cette anecdote, j'ai dit une partie de l'anecdote des 7 parmi les 10 corruption free, soi-disant. C'est-à-dire, ils n'ont pas de corruption, c'est
les paradis fiscaux en descendant. Et j'étais devenu très ami avec le patron de comment dire, la toute puissante agence anticorruption de Singapour, qui était anciennement un commissaire. Parce que c'est une agence qui a tous les pouvoirs. Ils ont même des cellules dans leurs locaux. On a visité les locaux, ils ont des cellules. Et un jour, en descendant, on a visité, on est descendu, il y en a un qui s'est attardé. Et ils m'ont dit, ils ont dit, où est-ce qu'il est celui-là, il faut qu'on prenne l'autocar. J'ai dit, il a été trouvé coupable. Donc, bon, bref, le gars, je lui ai dit, quand j'ai dit ça, je suis descendu du camion, il est venu vers moi, il m'a dit, ça c'est mal. Il a dit des choses, etc. Mais écoute, j'ai dit des choses, et alors, la fois d'après, on s'est retrouvés, et il y avait eu un scandale majeur d'un Premier ministre qui avait de l'argent à Singapour, qui n'a pas été poursuivi, il est venu, il m'a dit, tu avais raison, mais on se heurte à des choses contre lesquelles on ne peut rien, en particulier l'immunité, l'immunité politique, on n'y peut rien. La même chose avec la Suissesse, qui représentait la Suisse, il m'a dit, ouais, je parle de la Suisse. Quelque temps après, ils sont rentrés dans un processus pour remettre en cause le secret bancaire. Parce que la clé chez eux, c'est le secret bancaire. Tu viens, tu as un compte numéroté, et tout l'argent, y compris celui de nos voisins, est là-bas. Trésor que les fait. Hein? Le trésor que les fait. Le Delaware. Question. Je m'appelle Sarah Nijlon, ancien chercheur. Oui. Alors, je m'appelle Sarah Nijlon, ex-enseignante-chercheur. En fait, j'ai une question générale. Bon, ce que vous avez présenté aujourd'hui, vraiment, c'est déprimant. Avec tous les outils et tout ça, on n'a pas l'impression qu'on va y arriver. Moi, je pense qu'il y a une question liée à ça. Est-ce qu'il y a une volonté au sommet de l'État de lutter contre la corruption? On a appris quelque chose cette année. Au Maroc, quand on veut, on peut. Et on l'a montré sur plusieurs aspects. Je pense qu'on ne veut pas encore. Parce que sinon, ce n'est pas les outils qui manquent. Voilà, ma question. Merci. Merci. Najib? Non. Non, tu n'as pas le droit. Il va poser la question à Asdin. Il connaît déjà toutes les réponses. Il va faire un commentaire. Un commentaire. Ça. Merci Aboudran, merci Asdin pour cette magnifique présentation. Désolée du retard, j'ai mis 1h15 pour arriver ici. J'ai assisté en 99 à Transparency International, qui avaient fait leur grand congrès à Durban. Et 99, c'est ça, 99. Et j'étais assez surprise de voir qu'il y avait différents niveaux de corruption, mais que certaines corruptions pouvaient être vraiment très néfastes à l'humanité. Comme en Nigeria, quand ils font passer le pétrole et qu'ils font le contrebande, qui peuvent vraiment faire, je dirais, un incendie dans tout un village. Et puis après, tout ce qui se passe aux États-Unis, qui sont les premiers pollueurs dans le monde. Al Gore a parlé de ça dans son documentaire où il a eu le prix Nobel à l'environnement. Donc, on voit ces différentes manières. Chez nous, encore, à part la corruption qui est connue avec les 20 dirhams, 30 dirhams et 50 dirhams dans la commune, etc. Mais ça a pris quand même de l'ampleur, d'après ce que j'ai vu, qu'il y a quand même des millions qui peuvent être dans les marchés de l'État, etc. La volonté politique, puisqu'on a eu une instance où c'est Aboudran a géré pendant tant d'années, pour avoir envoyé tous mes étudiants là-bas, cette instance qu'on a eue, je suis désolée, c'est Aboudran, je suis venue à la moitié. Qu'en est-il en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas eu cette carte blanche, etc. de tout, le numéro vert? Je sais qu'il y a eu tellement
de lois qui sont passées. La volonté politique, madame, on a parlé, il faut qu'il y ait cette volonté politique. Le système à l'université, il est aussi malheureusement corrompu maintenant avec tout ce qui est comme plagiat et comme ChatGPT, etc., où les profs ne font même plus l'effort de lire une thèse correctement et de la mettre dans le truc. Donc, franchement, ça devient de plus en plus, je dirais, néfaste à ce progrès que notre pays, sur l'infrastructure et tout ce qu'on fait, est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, on se dise, on s'arrête. Il y a moyen quand même qu'on travaille tous là-dessus et comment faire. Voilà. C'est la question à 1 million. Plus, la juge. Asdin, donc tu. Ah, c'est. Merci beaucoup pour... Ah, pardon. Oui, j'ai une petite question. Oui, Ismaël Hariri. J'ai une petite question. J'aimerais avoir votre sentiment, surtout si vous avez des échos au niveau de Transparency, par rapport à ce qui se passe en Albanie, où le Premier ministre est une intelligence artificielle pour justement lutter contre la corruption, notamment dans la gestion publique et la passation des marchés publics. Je ne sais pas ce qu'en pense Transparency au niveau international. C'est quand même une expérience tout à fait originale. Ok. Bon, merci. Ah, oui, oui. Merci Azdine pour cette riche présentation. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je crois, c'est une hypothèse à vérifier, je crois qu'on n'a pas encore, qu'on ne remplit pas encore la condition méthodologique pertinente pour produire une vraie analyse ou, je peux dire, un vrai discours sur la corruption du moment qu'on a ce problème des indicateurs. Pourquoi on focalise plus sur le perçu et pas sur l'agi et pas sur lui. Donc on a la première difficulté qu'on a au niveau de la construction des indicateurs de l'agi, c'est le droit à le premier obstacle méthodologique, le droit à l'information. Et aussi ce sont des zones d'ombre. Des zones d'ombre ou bien des angles morts de la réalité sociale. D'où ce que tu dis, l'ashti aji akarli. Donc, mais ça c'est le premier. Le deuxième, pour le CIBI, justement, il y a le risque de dénonciation. Quelles sont les garanties juridiques pour qu'on assure aux citoyens qui subissent. Donc, du moment qu'on a ni des données de l'ordre du CIBI, ni de l'ordre de l'AGI, on est un peu à la merci des perceptions avec les fortes illusions de la perspective de chacun, vu son rôle et son statut dans la structure sociale. Donc, la question qui se pose, est-ce que la société marocaine, maintenant, a vraiment les conditions de produire un vrai discours sur ce phénomène-là? Moi, je crois qu'on est encore un peu loin. Je ne suis pas pessimiste, mais sur le plan méthodologique, je ne dispose pas de deux indicateurs majeurs, des indicateurs de l'ordre du réel qui est subi et de l'ordre du réel qui est agi. Et ça, c'est deux niveaux de pertinence plus pertinents que la perception. Donc, ça pousse un peu à, est-ce qu'on bricole, maintenant on bricole juste un discours sur la corruption et on ne produit pas un discours sur la corruption. Et merci. Bon, je crois qu'on a fait le tour.
Bon, merci beaucoup pour d'abord de m'avoir écouté, ensuite d'avoir commenté et posé un certain nombre de questions. Merci Abdeslam pour tes remarques. Je vais essayer peut-être de... Je vais essayer de commencer par la dernière question. Je pense, en toute sincérité, qu'au niveau du Maroc, on a avancé énormément au niveau aussi bien de la connaissance, des études, des indicateurs, du diagnostic de la question. Il y a bien évidemment encore certains domaines qui mériteraient davantage d'approfondissement. Je pense en particulier à la question de l'offre de corruption, c'est-à-dire le côté population, côté gens. Ça mérite un approfondissement, des études plus approfondies parce que c'est très complexe. Quelqu'un qui est, par exemple, il vient d'une région très lointaine du Maroc, à Rabat, pour un service central, etc., et il demande un document. Il a droit à ce document. Il lui dit « Arjarda ». Arjarda, شنو معناتها؟ معناتها l'hôtel, معناتها الوقت, معناتها الوقت, مع beaucoup de coûts, etc. Alors que par ailleurs, à quelqu'un, la même administration va sortir, lui dit « Je peux te régler le problème à 20 dirhams ». Se pose un problème de rationalité, etc. Prenons la même chose en termes de normes. Il y a des normes dans le transport, par exemple, transport de marchandises. Un camion ne doit pas dépasser 5 tonnes 5, etc. Économiquement parlant, tout ce que vous voulez, impossible que ça marche s'il ne fait pas les 10 tonnes ou les 8 tonnes ou les 12 tonnes. Il est donc automatiquement en situation d'infraction. Automatiquement, soit il doit payer quelque chose, soit il va se retrouver dans la fourrière avec une immobilisation de son activité, de son capital, tout ce que vous voulez. Et donc là se pose la question de la réaction des gens par rapport à ça. Donc pour moi, la question globale, par exemple, la question des indicateurs, il n'y a pas que l'IPC. Et moi, personnellement, je suis assez critique sur l'IPC. Et si j'étais en mesure de le faire, je dirais de cette année-là. Parce que cette année-là, le Maroc, quand on fait une analyse détaillée, fine, des agences qui l'ont noté, généralement ils sont 7, cette année c'est 8, une agence a déterminé les 2 points avec un écart de 11 points. Et cette agence, elle n'est pas indifférente, elle a des intérêts majeurs au Maroc. Donc, mais tout ça, nous n'utilisons pas les indicateurs comme ça de manière aveugle. Nous les combinons avec beaucoup d'autres. Il y a des diagnostics, il y a des études qualitatives, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Sincèrement, sur ce plan-là, on a avancé. De même, en ce qui concerne les outils, et je ne minimise pas ce qui a été fait sur le plan des outils, les lois élaborées, tout ce que vous voulez, etc. La question que je me pose, c'est une sorte de désactivation de l'effet. Et ce n'est pas quelque chose qui est par hasard comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est systémique, c'est systématique. Et je reviendrai un petit peu sur la question de dimension politique parce qu'elle est très, très importante. L'histoire de l'intelligence artificielle, etc., c'est de l'ordre de la technique. Et la technique, elle peut être utilisée dans les deux sens. Et elle est utilisée dans les deux sens actuellement, même pour porter atteinte à des droits fondamentaux de manière incroyable. Incroyable. De même, on est conscient que l'environnement international, il est en dégradation absolue. Quand vous avez un chef d'État qui reçoit un cadeau de 480 millions de dollars et qu'il trouve que c'est tout à fait normal et qui dit que je vais l'utiliser, je parle de l'avion bien évidemment, que je vais l'utiliser au-delà de mon mandat. C'est quoi ça? Quand vous avez des chefs d'État qui contribuent à un soi-disant comité de paix avec 1 milliard sans recourir à tout ce qui relève des finances publiques. Tout ce qui relève des finances publiques et des institutions. C'est quoi ça?
Bien évidemment, vous suivez ce qui se passe dans le monde à travers tout ce qui se passe par rapport à la Palestine, etc. Le droit international, il est en train d'exploser. La société civile, pas uniquement au Maroc, elle est en train de subir des reculs inimaginables, importants. Ça, on le connaît. Mais, ceci dit, nous ramène à poser des questions de fond. La question de la rente. Au Maroc, et je vais l'associer aussi avec la question du coût. Le coût, les 2% ou les 5%, 50 milliards, etc., c'est vraiment le minimum du minimum du minimum de ce que peut être un coût financier, monétaire. Le coût réel, c'est beaucoup plus désastreux. Quand vous avez une justice qui ne fonctionne pas, même pour protéger la propriété, qui est inscrite de manière incroyable dans la Constitution. Comment voulez-vous que tout s'arrange au niveau de la justice? Et ce n'est pas de manière marginale, c'est un phénomène important. Quand vous avez des problèmes sérieux au niveau de la santé, quand vous avez des problèmes de toutes sortes dans beaucoup de domaines importants du pays, ça c'est quoi? Moi, personnellement, je fais une différence majeure entre le discours politique, quel que soit son niveau, et la réalité de la volonté politique. Il y a un écart à tous les niveaux qui se manifeste. Et je ne peux pas le considérer comme étant... C'est l'administration. L'administration, c'est une administration disciplinée. C'est une administration qui a une hiérarchie, elle ne fonctionne pas tout seule. Elle est aux commandes, elle est commandée, etc. Et donc, il y a un problème. Quand je dis des lois comme l'accès à l'information ou la déclaration de patrimoine, ou même la Convention des Nations Unies sont désactivées quasiment, il y a une volonté politique qui cherche à désactiver tout ça. Et on est dans une logique, pas de technique, etc. On est dans une logique de ce qu'on appelle, nous, le système d'intégrité, qui est désactivé plus ou moins. Et ça, c'est du politique, c'est pas autre chose. Quand j'évoque l'articulation avec le politique, c'est pas que je veux faire de la politique. C'est pas ça. C'est que, historiquement, l'entraide nationale a été utilisée pour la rente. En utilisant la rente pour avoir des alliés politiques ruraux. Ça, c'est des choses assez établies. Dans le domaine de la rente, Khdam Doula, vous connaissez la question de la pêche avec tous les agréments qui sont donnés à des catégories sociales particulières, l'utilisation de l'agriculture, etc. On peut multiplier ce n'est pas un problème de non, c'est l'utilisation de la rente comme un moyen, un outil politique de créer les fidélités et de faire travailler les fidélités, le clientélisme pour des raisons politiques. Les élections, c'est un autre chapitre sur lequel on aurait pu revenir. On a suivi les élections, le contrôle, le machin, etc. À chaque fois, il y a des techniques incroyables qui reviennent et c'est un véritable marché électoral. C'est un véritable marché électoral. Et quand vous paralysez un parlement, les affaires le parlement ma kaynch kاع. C'est quoi le coût? C'est pas un problème de coût financier, c'est le coût de la démocratie qui est posé. Maintenant, j'irai un peu plus loin. Dans l'analyse que nous faisons, on pose la question de la responsabilité, de la redevabilité. Elle est soulignée dans la Constitution. Mais les pouvoirs essentiels qui contrôlent l'essentiel de la société ne sont pas soumis à la redevabilité. Ne sont pas soumis, quel que soit. Et ça, c'est une évidence. Donc, constitutionnellement parlant, on a des pouvoirs majeurs, fondamentaux, qui structurent la société et qui ne sont pas soumis à la redevabilité, à la reddition ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez vu un Parlement ou un gouvernement discuter de tous les objectifs à l'horizon 2030 ?
Et c'est ça les questions. Parce que les 2030, ce n'est pas que les 2030, c'est tous les marchés et toutes les exonérations qui sont données à un certain nombre de catégories sociales, de clients, tout ce que vous voulez. Le budget de l'État, c'est entre 32 et 34 milliards annuels de dépenses fiscales. Je veux dire dépenses fiscales. C'est des cadeaux. On n'a jamais évalué l'opportunité de ces cadeaux annuels qui sont donnés. Soit les promoteurs immobiliers, ou le hada, ou le hada, ou le hada. Donc c'est ça les questions. La politique, c'est dans le sens du système qui fonctionne selon une logique et selon une démarche et selon des critères qui ne répondent pas à la responsabilité et la redevabilité. Allez, je réponds juste à une parenthèse. Moi, je pense que la corruption a été étudiée sous toutes ses coutures. Je ne parle pas de la corruption spécifiquement au Maroc, mais peut-être que le premier ouvrage réellement de sciences économiques est paru en 1965 ou l'âge. C'est une dame qui a parlé de rent-seeking. La recherche de la rente, justement, elle y est. Puis ensuite, il y a immensément de choses sur la corruption. Elle est étudiée sous toutes ses coutures. Toutes. Politique, idéologique, psychanalytique. Il y a quelques développements psychanalytiques dans le bouquin, pour l'anecdote, etc. Donc, ce n'est pas du tout un problème c'est un problème concret de mode d'action, de comment avancer, etc. Simplement, moi, je dis... ce qui est important, c'est de trouver des angles d'attaque pour améliorer la situation. Et il y en a. Et travailler avec les bonnes volontés, et travailler aussi, moi j'ai dit toujours, travailler avec les institutions, pas contre les institutions. Si vous voulez faire avancer la justice, vous ne pouvez pas le faire en vous attaquant à la justice, au corps de la justice, parce que le corps, il y a énormément de gens qui sont intègres, qui veulent faire avancer les choses, etc. Il y a beaucoup de corrompus, etc. Mais si on est là jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Et puis, bon, ben, les militants, comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ils ne se posent pas la question de celle qui a été posée tout à l'heure, dire est-ce qu'il y a un espoir aussi. Ils y vont, quoi. Ils y vont, ils veulent faire avancer les choses et c'est tout. Hein. Il faut y aller, puis c'est tout. Voilà.